Excellence, Monsieur le Président Jean-Baptiste Bagaza, merci de nous accueillir à votre demeure. Nous avons voulu nous retrouver avec un ancien du village burundais pour qu'il nous instruise de son expérience et de sa sagesse. Et comme vous le savez, peut-être même mieux que nous, notre pays a connu une histoire complexe, mais aussi difficile à bien des égards. Ces dernières décennies, les politiques que les décideurs ont définies, les choix qu'ils ont faits à différentes instances, les effets induits par ces options, tout cela nous invite à revenir sur cette histoire de façon avertie et singulièrement instructive. Nous avons une préoccupation majeure, nous voulons rendre nos mémoires stratégiques de telle façon que nos arrière-petits-enfants vivent ensemble dans la paix. Dans la suite des conférences pour mémoire organisées par les médias et un groupe d'universitaires en 2012, des témoignages recueillis nous ont convaincus qu'il était utile de continuer à engager de bonnes réflexions sur les leçons que nous pouvons tirer de la construction de l'histoire de ce pays. Au-delà de l'immédiateté des événements et de la confrontation des intérêts, il s'agit toujours d'analyser de manière exigeante et distanciée les dynamismes de long terme qui ont caractérisé ces dernières décennies. Bien que marqués par une série d'événements douloureux, des traits positifs et porteurs d'enseignements pour l'édification de l'avenir existent et ils sont à mettre en lumière. Le Burundi a la chance d'être un des rares pays d'Afrique où on a 4 anciens chefs d'État encore en vie qui circulent librement et sont membres du Sénat à vie. La série actuelle d'émissions avec ces anciens chefs d'État voudrait recueillir leurs témoignages sur l'histoire de la gestion du pays et les leçons qu'ils en ont tirées. Vous avez été et vous êtes toujours un témoin privilégié de cette histoire. Vous pouvez aider le pays à renforcer cette mémoire stratégique. Nous allons certainement avoir un moment passionnant avec vous, comme témoin privilégié, qui raconte une histoire, qui raconte l'histoire de sa vie, celle des institutions dont il a vécu la mise en œuvre, celle des orientations prises et celle des orientations que vous n'avez pas voulu prendre. Comme l'ancien du village qui narre la vie de sa communauté pour les futures générations, nous sommes là pour vous écouter et vous demander des éclaircissements. Nous serons intéressés de savoir d'où vous venez et ce qui a motivé votre engagement en politique dès le jeune âge, particulièrement depuis que vous avez décidé de prendre le pouvoir à 30 ans, en 1976. Vous avez eu à gérer le pays à un moment très délicat, où les cassures identitaires au niveau ethnique, clanique et régional étaient fortes, et surtout depuis l'hécatombe de 1972. Vous avez aussi engagé le pays dans une ingénierie sociale et économique de grande envergure. Comment avez-vous vécu ces moments et toutes ces initiatives? Quels étaient vos modèles de référence? Où trouviez-vous l'énergie pour faire un si gros travail, mais des fois controversé? Quelles ont pu être vos relations avec les différents partenaires sociaux, y compris les confessions religieuses? Toutes ces questions nous intéressent et je vais laisser nos journalistes Karine Firoko de la radio publique africaine et Jacques Boukourou de la radio-télévision nationale nous aider à creuser ces questions. Monsieur le Président, vous avez connu une carrière militaire assez extrêmement rapide au sein de l'armée, de la hiérarchie militaire. Qu'en pensez-vous? Juste à la veille de l'indépendance, nous n'avions pas d'armée. Même les policiers venaient du Congo belge. Et les Nations Unies et la Belgique ont créé très rapidement une armée à base de rien. Il fallait donc que les structures de l'armée soient mises en place et les personnels remplissent ces structures. Ces personnels devaient naturellement être très jeunes, être promus à des grades de commandement et à des grades de service très rapidement.
je n'étais pas le seul. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on a appelé à l'époque l'africanisation des cadres. C'était juste après l'indépendance. Il fallait donc aller très vite. Tous les ministres étaient très jeunes, tous les directeurs généraux étaient très jeunes, à tel point que nos amis de la hiérarchie catholique, qui nous avaient vus jeunes et qui avaient eu l'avantage d'évoluer naturellement en âge et en sagesse dans leurs fonctions, ils nous appelaient Oudiridiri. C'était un peu péjoratif. Monsieur le Président, quelques années après, vous prenez le pouvoir. Quelles sont les raisons qui, selon vous, ont motivé cette prise de pouvoir en 1976? Il y avait une situation ingouvernable, une situation indicible. Les institutions étaient bloquées. La classe politique était inexpérimentée. Et beaucoup d'événements s'étaient succédés. Pratiquement, depuis l'indépendance jusqu'à l'avènement de la Deuxième République, rien n'était clair. La monarchie qui a été rétablie a essayé de revenir aux pratiques et aux méthodes et aux privilèges d'avant l'indépendance. Le Mohamed devenait roi et le mot d'ordre était Ganza Sabwa. Et à ce titre, avec les jeunes qui montaient et qui avaient une éducation et des ambitions, et la monarchie n'a pas pu tenir. Et il était donc normal qu'il y ait des heurts, des affrontements, et même des troubles graves, y compris des guerres civiles. Les troubles de 1965, l'avènement du Ouattara, la développement de la Première République, Michombero, les tragédies de 1969 avec l'exécution des officiers de haut grade, de haut commandement. C'est de 1971 qui ont pratiquement fait le lit des événements plus graves encore de 1972. Il faut donc placer le Burundi dans ce cadre-là. Une indépendance bâclée, une impréparation dans l'administration moderne, une inexpérience de la classe politique. Après quoi, le président Michombero et son gouvernement étaient devenus incapables de trouver des solutions. Ils se bloquaient mutuellement et ils bloquaient le pays. Tout était complètement bloqué. Vous vous souviendrez, en étudiant l'histoire récente du Burundi, que nous avions une constitution impraticable. Nous n'en avions pratiquement pas, il n'y avait pas de constitution à l'époque de Michombero. On ne savait pas les termes de son mandat, il n'y avait pas d'Assemblée nationale, c'était les gouvernements qui se succédaient. Le problème était donc celui-là. Alors, nous avons été appelés à prendre les responsabilités du pays. À 30 ans, c'est un âge jeune, comme officier également. Est-ce que vous aviez personnellement prévu de prendre le pouvoir à cet âge-là? À cette époque-là, nous avions prévu de prendre le pouvoir en avant, réellement. On a commencé à prendre les contacts. Donc ça n'a pas été un accident. Mais si vous voulez une analyse à long terme, c'est la vie et le destin qui vous préparent. Nous avions été préparés longtemps, sans que nous le sachions. Et c'est maintenant, a posteriori, que nous pouvons vous le dire. Notre engagement dans les mouvements de jeunes, surtout les jeunesses catholiques, les jeunesses chrétiennes,
Arrivé en Europe, nous sommes engagés dans le scoutisme, avec le mot d'ordre. En général, on vous apprend, sans que vous le sachiez, la vie en communauté, le leadership, comme on dit actuellement, à prendre des responsabilités, à respecter les autres et à prendre des engagements vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie. Voilà une longue préparation. Et ensuite, les cours dans les enseignements secondaires préparent à la prise de responsabilité. Et ça, je vous le dis a posteriori, longtemps après. Mais qu'est-ce qui vous a amené à prendre de tels engagements, de tels risques? Et puis après, il y a eu les universités, grandes écoles, les conférences auxquelles nous avons participé. Quelle relation entretenez-vous avec votre prédécesseur Micombero et son régime? Nous avions de très bons rapports personnels. Je dirais même qu'il m'a personnellement aidé, à titre personnel. Mais en tant que chef d'État, je jugeais son action déplorable. Le président Micombero qui a pris le chemin de l'exil lui-même ou est-ce qu'on l'y a poussé? C'est les deux parce que, compte tenu de ce qui venait de lui arriver et des tragédies qu'il avait connues, il ne pouvait pas réellement vivre au Burundi sans être jugé. Nous lui avons proposé de partir. Alors, en prenant le pouvoir, est-ce que vous sentiez-vous préparé à cela à l'époque? Quel était votre projet alternatif, votre vision? Il fallait moderniser le pays dans tous les domaines, en commençant par le domaine institutionnel, le domaine politique et finalement le domaine de l'économie. Alors, cela fait, nous avons alors commencé à programmer le développement économique et social. Il fallait d'abord pacifier les cœurs et les esprits et remettre à leur place. Et nous l'avons fait en peu de temps. Les tournées que nous avons fait à l'intérieur, les rencontres que nous avons eues, c'était la première tâche. Je me souviens d'une anecdote qui peut éclairer l'ensemble du climat de cette époque. Lorsque je me trouve en Ngozi pour la première fois, la population de Ngozi est venue me voir. Et c'était très massif, il pleuvait beaucoup. Ils étaient tellement nombreux que je pense que toute la province était là. Ils étaient tellement soulagés du régime de Micombero qu'on ne savait plus où passer. Ils étaient tellement contents. À tel point que l'évêque de Ngozi, qui était à mes côtés, et Monseigneur Kaburungu, m'a dit, voilà, vous voyez, Monsieur le Président, l'espoir dans les yeux de toutes ces populations, toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces vieillards qui sont venus vous voir. Lui qui connaissait la région plus que moi, il m'a dit, ne le décevez pas. Quelle était votre place au sein du parti UPRONA, parti État ou parti unique à l'époque? Et vous avez ensuite décidé de supprimer la JRR. Pourquoi? L'UPRONA est resté comme parti. Parce qu'il ne fallait pas créer un vide politique. Alors il fallait réformer l'UPRONA. Les structures de l'UPRONA qui restaient m'ont sollicité pour présider l'UPRONA. Et j'ai accepté. Alors, j'ai rencontré un problème sérieux, c'était celui de la gelée. La gelée avait été utilisée pour commettre des exactions, y compris des meurtres. À la longue, les bons esprits disent que l'expérience, c'est la somme des erreurs reconnues. Il ne faudrait pas que nous reprenions ces erreurs. Le pays a passé beaucoup d'années également sans pouvoir législatif. En 1982, je pense, vous décidez de mettre sur pied une Assemblée nationale. Quel rôle assignez-vous à cette institution et quel lien toujours avec le parti UPRONA? Quand nous avons changé les choses, nous avons aussi restructuré l'UPRONA. Il fallait que l'UPRONA soit à peu près joue le rôle d'une Assemblée nationale à cette époque-là. Mais à ce moment,
nous voyons que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait moderniser. Nous avons discuté longuement pour créer une Assemblée nationale. Maintenant, quant à savoir quelle était la relation entre l'Assemblée nationale et le comité central, mutatis mutandis, le parlementarisme, c'est à peu près les relations qu'il y aurait entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Finalement, le comité central jouait le rôle du Sénat actuel. Les textes passaient alternativement du comité central et de l'Assemblée nationale et vice-versa, avec les conditions de l'époque et les institutions de l'époque. C'était une avancée par rapport à la situation précédente. Est-ce que vous aviez l'impression que l'Assemblée nationale, à l'époque, complétait le pouvoir exécutif? Il y en a qui disent qu'il y a séparation des pouvoirs. Il y a des théoriciens, des politologues. Et il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il y a la collaboration des pouvoirs. Que le pouvoir, c'est un équilibre qui s'autocorrige. En anglais, on dirait, chez les Américains, ils disent que c'est le check and balance. Check and balance entre l'exécutif et le législatif. Et l'exécutif bloquant pour aller dans la bonne direction. Quand il y a des dérives, le législatif et vice-versa. Maintenant, nous voudrions creuser une autre question qui a été très importante à l'époque, celle de la gestion de la crise survenue en 1972 et de ses retombées naturellement. La chute de la monarchie en 1966 n'a pas fait l'objet d'une mobilisation des esprits et des cœurs pour un long moment. Et vous êtes revenu au pays après votre formation, précisément en 1972, je crois. Le pays tente de s'engager dans une gestion de la situation, mais aussi ouverture à une gestion républicaine. Mais la cassure identitaire au niveau des ethnies, des clans et des régions fragilise grandement la texture du tissu social. La vision et le programme du président Bagaza sur ce sujet intéressent certainement l'opinion et l'histoire. Oui, frère Emmanuel, Monsieur le Président Jean-Baptiste Bagaza prend le pouvoir après la crise de 1972. Avec le recul, Monsieur le Président, comment expliquez-vous la crise de 1972? La crise de 1972 n'est pas venue comme ça. Il y avait des signes avant-coureurs. Il y avait le contexte régional. Il y avait le contexte international. Et c'est un aboutissement d'une convergence des crises externes et des crises internes. Souvenez-vous qu'il y avait la guerre froide avant l'indépendance et après l'indépendance, et à cette époque-là. Souvenez-vous des indépendances de nos régions qui étaient bâclées. Tout cela a évolué pour converger vers cette crise. Malheureusement, personne n'a pu bloquer cela. Souvenez-vous de la crise rwandaise, la révolution de 1959. Personnellement, c'est là où je place le début de nos crises dans le Burundi moderne, qui a été mal géré par la colonie, par les autorités sous tutelle, et donc la monarchie rwandaise, l'Église catholique qui avait une importance énorme à cette époque-là. Le système colonial avait fait en sorte que il y ait beaucoup de responsabilités confiées aux missionnaires dans tous les domaines. Et cela apparaîtra dans d'autres questions que vous allez poser, notamment la crise Église-État. Alors, toutes ces crises internes, toutes ces masses de Rwandais qui se réfugiés au Burundi ont contribué longuement à forger
à forger les esprits et à modifier les sentiments. Et tous ces Congolais qui fuyaient les crises congolaises, la révolution lumumbiste et tout, ont contribué grandement à modifier les sentiments et les réflexions des Burundais, alors qu'ils étaient encore inexpérimentés dans le domaine de la vie moderne, de la conduite des États. Et ça a été un aboutissement prévisible, qui de 65 préparé, celui de 72. La crise de 69, c'est pas celui de 72. La crise de 71. Donc Micombero a vécu un cauchemar, réellement. Il a vécu un cauchemar, il n'a pas eu de répit. Alors, comment maintenant avez-vous vécu la gestion de la crise de 1972? C'est une situation d'anomie, où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas d'institution. Je me souviens que la veille du summum de la crise, Micombero avait dissous le gouvernement. On s'est posé la question, puisqu'on voyait des tensions. Qui est-ce qui va gérer cette crise? Et il a rétabli le gouvernement que longtemps après. Alors l'armée ne pouvait pas gérer cette crise non plus. Parce qu'elle faisait partie elle-même de la crise. Elle faisait partie prenante. Et il y a eu des éliminations au sein de l'armée. Avant, en 1971, on avait éliminé des officiers. Cela va aussi expliquer pourquoi nous avons grandi, nous avons monté en grade très vite. Beaucoup d'officiers avaient été éliminés, beaucoup de sous-officiers, d'autres avaient fui. Des officiers Hutus. Hutus, Tutsi, Hutus en 69, Tutsi en 71. Donc il ne faut pas croire que la crise est entre Hutus et Tutsi. Non, la crise est entre Burundais et Burundais, entre politique et politique, entre Tutsi et Tutsi, entre Hutus et Hutus. Et longtemps, quand j'étais réfugié, c'est une anecdote, je rencontre Minani, il est encore actif, il est là. Il était réfugié, j'étais réfugié, il était à Dar es Salaam, j'étais à Kampala. Il vient me voir et il lui pose la question, mon cher ami, quand je vous ai donné le diplôme là, de médecin, et quand je présidais à la distribution des diplômes, j'étais président, lui, il venait, il était lauréat de la faculté de médecine de Bujumbura. Vous pensiez qu'on se rencontrerait dans ces circonstances? À propos, quelles sont vos relations avec Nyangoma? Nyangoma était dans la rébellion, et Binan il était en exil. Ils avaient de bons rapports. Il dit oui, il dit non. Vous verrez. Bon, quels sont vos rapports avec la rébellion du CNDD-FDD? Il dit nous avons de bons rapports. Alors je dis non, moi j'ai de très mauvais rapports avec le gouvernement bouillonné. Alors ça peut expliquer que finalement, ce que les gens croient, que c'est un problème. Oui, c'est un problème, mais que ce n'est pas le seul problème et que ce n'est pas le plus grand. Je répète, ce n'est pas le seul problème, ce n'est pas le plus grand. La question de tous, ce n'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est la misère, c'est l'ignorance. La gestion de la crise de 1972, sauf erreur, vous occupiez quand même une place dans un conseil de guerre. Monsieur le Président, est-ce vrai? Et quel souvenir vous reste-t-il de... Ce conseil de guerre n'a jamais existé que de nom. Il a réellement existé sur le papier, mais il n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais siégé. Il n'a jamais siégé, on ne pouvait pas siéger. À cette époque-là, vous siégez avec qui? Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de justice, il n'y a même pas de prison. Alors, Monsieur le Président, vous prenez le pouvoir en 1976, justement par rapport
à la crise de 1972, vous prenez des mesures fortes, s'il faut les qualifier ainsi. Quelles sont-elles? Est-ce que vous êtes suivi par l'armée, par l'UPRONA? J'étais avec l'armée, il était derrière moi, c'était lui qui a... Et puis nous avions pris des contacts longtemps à l'avance. On ne peut pas changer un gouvernement. Non, ça ne peut pas tomber du ciel. Et, vous savez, les changements de force ou de paix ou de rébellion ou de prononciamento militaire, ça se prépare. On ne peut pas se lever un bon matin et dire je suis président. Non, c'est de la boutade. Ça se prépare longuement et vous demandez des soutiens, y compris des soutiens à l'extérieur. Vous nous avez dit que vous avez un peu sillonné le pays pour pacifier. Alors maintenant, est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous avez prises? Nous devions ramener la paix, convaincre les uns et les autres qu'il est possible de vivre ensemble, qu'on ne peut pas s'exclure mutuellement, que ce n'est pas intéressant, que ce n'est recommandé par aucune philosophie, aucune morale. Monsieur le Président, avec votre accession au pouvoir en 1976, vous supprimez le système de Bouguéré-Roua, que d'aucuns appellent servage. Est-ce une mesure de réhabilitation des Hutus? Oui et non. Non, parce que les Hutus faisaient partie de l'objet de ces exactions. Oui, non, et grandement non, parce que je ne considérais pas les Hutus comme une entité homogène, comme une entité, comme une communauté à part, et que les Tutsis n'avaient pas les mêmes problèmes. Et le Bouguéré doit pouvoir l'accepter, mais ce n'est pas seulement le Bouguéré. Il fallait débloquer la société était bloquée. Nous avons aussi procédé à d'autres ajustements, à d'autres modernisations. On a supprimé le Bukaviri. On a supprimé Inyokorano. On a supprimé Inkwano. Et ça, c'est dans le domaine social. Dans le domaine juridique, nous avons mis en place des institutions modernes, et les tribunaux. Les gens disent que j'ai développé le pays, les infrastructures, les industries, le boisement, l'artisanat. Mais pendant les 11 ans que j'ai passé à la tête de l'État, 80% de mon temps, c'était la réforme du droit. Parmi les mesures que vous prenez, notamment en 1979, c'est de demander à ceux qui s'étaient emparés des biens d'autrui, notamment des biens de Hutus, de les restituer. Comment cela s'est passé? Ces problèmes-là étaient tellement graves qu'on ne pouvait pas les confier à une juridiction quelconque. Alors il fallait aller vite, nous avons créé des commissions. Et à la tête, j'y ai mis le colonel Mandi. Alors quand même, il n'était plus là que d'autres venaient, on a toujours appelé commission Mandi, parce qu'il y a d'autres commissions. Mais ils étaient toujours appelés commission Mandi, pour les résoudre les questions de contestation dues au trouble 1972, parce que des gens s'étaient emparés des biens d'autres. Il y avait eu des réclamations. Il y en a qui voulaient aussi rentrer. Quand ils rentraient, disons 8, 6 ans après, ils trouvaient que les propriétés étaient occupées. Alors nous avons dû aménager des problèmes. Quand la propriété est occupée, on ne peut pas la diviser. Parce que les parcelles là sont devenues indivisibles. Nous leur donnions d'autres propriétés, là où il y en avait encore. Et tous ceux de Kayanza sont allés à Kirundo. Et à Makamba aussi. À Makamba, ce sont d'autres. Oui. Tous ceux de Kayanza sont allés à Kirundo. Et d'ailleurs, on les appelle des Bayanza. Et d'autres sont allés à Muyinga. Sont allés à Muyinga. Et ils ont prospéré par rapport à ceux qui étaient à Kayanza.
Rumongue était vide. Et Rumongue va toujours créer des problèmes, y compris jusqu'à cette heure. Et nous avons dégorgé des gens qui venaient de Burkina Faso, d'Obururi. La plupart des gens qui sont installés maintenant à Rumongue sont d'origine récente de Kirimiro. La propagande a fait croire que les Tutsis ont pris les propriétés des Hutus, qui sont de très belles propriétés terriennes à Rumongue. Ils se trompent gravement. 95% sont des Hutus de Kirimiro. Les Tutsis n'y avaient pas droit parce qu'ils n'avaient pas de problème de terre. Parce que c'est moi qui distribuais ces terres-là. Ceux qui s'en ont emparés ont été chassés par mon gouvernement. Par rapport aux biens, justement, que vous demandiez qu'on restitue, est-ce qu'il n'y a pas eu de résistance? Parce qu'on a eu écho dans un certain nombre vraiment de véhicules, par exemple, qui n'ont pas été restitués. Oui, il y a eu des résistances. Oui. De telles politiques ne peuvent pas exister sans résistance. Nous avons dû intervenir. Alors maintenant, vous avez... Non, les véhicules n'ont Oui. pas été restitués, à ma connaissance. Oui. Non, parce qu'ils n'existaient plus. Ce qu'on a restitué, ce sont les propriétés, Les propriétés. les terriennes et les maisons. Monsieur le Les Président, comptes en banque non plus n'ont pas été restitués. n'ont pas été restitués. Mais ce n'était pas un problème grave parce qu'il y avait très peu de problèmes qu'il y avait de comptes en banque à l'époque. Il y avait très peu de personnes. Monsieur le Président, vous avez chargé l'UPRONA à travers son secrétaire général d'écrire l'histoire officielle du Burundi. L'UPRONA a accrédité l'idée que les divisions ethniques étaient un héritage colonial et que les ethnies n'existaient pas. Oui, c'était sur ma demande. Et ce n'était pas l'UPRONA. L'UPRONA a pris ça en charge pour expliquer.